Et bonjour à tous mes petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu spécial puisque c'est la première capsule dont je vous ai parlé la semaine dernière. Le capsule, ça va être un format assez court, assez fluide en mode conversation. Donc si j'accroche, si je bégaye ou si j'ai dit des mots horribles, eh bien, enfin voilà, l'idée c'est que ça soit, enfin je couperai pas, donc l'idée que ça soit le plus fluide et voilà, le moins coupé possible, le plus authentique possible. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ceux pour qui peut-être c'est la première fois. Bienvenue dans un nouvel épisode de Système. Moi je m'appelle Pierre-Emmanuel. J'ai évolué dans les 10 dernières années dans des environnements de forte croissance et de haute performance. J'ai appris les méthodes, les process, les systèmes les plus performants, tant sur le plan du business, du sport et autres. Et évidemment, aujourd'hui, on va parler d'autres, puisqu'on va parler de politique. Dans Système, on décortique les systèmes des top performers pour comprendre ce qui fait leur succès et pouvoir les répliquer. On parle donc de psychologie et de performance avec une approche basée sur la science. On peut commencer du coup. Le sujet d'aujourd'hui, il est un peu brûlant de l'actualité puisqu'on va parler des élections législatives. On est aujourd'hui au moment où je regarde du coup juste après le deuxième tour des élections législatives et c'est un sujet qui est, je pense, hyper intéressant. Non pas évidemment, vous l'aurez compris, dans une logique droite, gauche, centre, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais plutôt dans une réflexion en termes de système. Je vais pas rentrer dans le détail hyper profond de système politique et de comment ça fonctionne, etc. Même si c'est des sujets qui m'intéressent vraiment. Et je vous invite à y réfléchir de votre côté. Parce que globalement, qu'on soit de droite ou de gauche ou de centre, je pense que la vision globale de la société et des politiciens, c'est, enfin en tout cas ce qu'ils font, s'ils font c'est de la politique, c'est plutôt pour proposer un modèle idéal de la société et pour améliorer la vie de chacun. Sinon probablement, enfin si c'était uniquement par exemple pour l'argent ou d'autres leviers de motivation, le pouvoir, etc. Je pense pas que ce soit la politique qui soit le plus rémunérateur. Donc, on va partir du principe que chacun va proposer un modèle de société qui va, en tout cas, améliorer la situation de vie de chacun des Français, et en tout cas, chacune des personnes. Et l'objectif, c'est de comprendre un petit peu, peut-être, ce qui a été étrange, étonnant sur ces des élections, et comment est-ce qu'on pourrait optimiser ce système politique. Premier point, c'est on a parlé beaucoup de la participation. On a longtemps cru que les Français étaient désengagés du sujet politique. Or, là, sur les 2 tours, on a 68 de participation, je crois, de mémoire. Ça montre qu'en fait, quand il y a un sujet qui est critique, quand il y a un sujet d'actualité brûlant, bah, en fait, on arrive à se remobiliser. Et donc, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Et c'est ce que je fais avec Système, c'est-à-dire qu'on a envie de provoquer un impact sur les populations, une réaction, une action. Et donc, c'est intéressant de voir que en fonction de l'urgence ressentie par la population, on peut déclencher plus ou moins des comportements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'avais envie de traiter, c'était le sujet des influenceurs, en tout cas des personnes qui étaient souvent créatrices de contenu ou qui avaient un pouvoir d'influence, qui étaient peut-être leader d'opinion ou quelque chose comme ça. Ces personnes-là, donc on peut penser par exemple à Squeezie ou évidemment Thibaut InShape, dans chacun d'un côté comme de l'autre, si on peut dire. C'était intéressant de voir ces comportements-là parce que euh, pour moi, le rôle d'un influenceur, et c'est là sur ça que je veux insister, pour moi, le rôle d'un influenceur, influenceur au sens large du coup, on ne parle pas des influvoleurs, on parle des personnes qui vont influencer, donc exercer un moyen, quel qu'il soit, pour influencer un comportement, une action, une réflexion. En fait, il doit influencer, dans l'idéal, vers des bons comportements. Or, c'est exactement ce que j'essaye de faire quand, j'essaie de vous rendre, par exemple, intentionnel sur votre consommation d'alcool, sur, votre consommation de nourriture type fast-food. Enfin, en gros, si on va au McDo, c'est qu'on faut qu'on soit intentionnel, donc vraiment conscient que, OK, on va se faire plaisir, c'est une nourriture, qui va être agréable en goût et cetera et cetera. Pareil sur la consommation d'alcool, juste pas être en mode par défaut ou en pilote automatique, être vraiment conscient de notre choix. Donc moi, j'essaie d'influencer votre choix là-dessus. Et en fait, je suis pas sûr que l'influenceur doit influencer enfin qu'il ait un rôle politique, qu'il doive influencer d'un côté comme de l'autre ou du centre encore une fois les populations. Et encore une fois, là l'objectif c'est absolument pas de parler de droite ou de gauche. Enfin là-dessus c'est pas un sujet, on s'en fout dans l'épisode, c'est pas ça le sujet de fond. Mais en revanche, je pense que le rôle d'un influenceur fondamentalement n'est pas d'influencer vers la droite, vers la gauche ou vers le centre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme on l'a vu précédemment, le rôle d'un influenceur, c'est d'influencer vers des bons comportements. Or, en fait, c'est très compliqué aujourd'hui de dire s'il y a un bien ou un mal en politique, s'il y a un vrai ou un faux en politique, puisque simplement, comme on l'a dit dès le démarrage, en fait, c'est simplement des modèles qui proposent des visions différentes qui seront éthiquement toutes acceptables a priori. Sinon, c'est les visions non acceptables en termes d'éthique ne devraient pas être capables de se présenter. Et on va y revenir d'ailleurs, c'est un sujet.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où les modèles de vision de société proposés sont tous acceptables en termes de politique, alors on peut considérer qu'il n'y a pas de bien ou de mal et de vrai ou de faux. C'est très compliqué, c'est comme en sciences sociales, en sociologie, c'est compliqué de dire que ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai. Or, en sciences tout court, par exemple, dans une équation mathématique, on peut dire que c'est vrai ou c'est faux. En politique comme en sciences sociales, c'est très compliqué de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. On peut juste faire des constats, essayer de apprendre de l'histoire, par exemple. Et donc, à partir du moment où on n'a pas de vérité absolue, vrai, faux, noir sur blanc, comme c'est un peu gris, comme c'est sujet à interprétation, comme c'est sujet à nuance, comme ce qu'on fait ici dans l'épisode, mais en fait, c'est très compliqué pour moi de dire, de donner des injonctions, de dire faites ci, faites ça, votez ci, votez ça, ou ne pas voter ci, ne pas voter ça. Faites barrage, par exemple. C'est très compliqué pour moi d'avoir ce niveau d'acceptation-là. Ça, c'est la première chose. Il n'y a que des systèmes et des hypothèses dans lesquelles on va intégrer un système. Non, pardon. Des hypothèses qu'on va intégrer dans un système politique. Ça, c'était le premier point, et on peut le mettre de côté. Je pense que je l'ai traité comme j'avais envie de le traiter. Le deuxième point, et encore une fois, l'objectif d'une capsule, voilà, on va faire un format 10, 15, 20 minutes. L'objectif, c'est pas de creuser dans le détail, et c'est de vous poser des questions, que vous puissiez peut-être faire mûrir les graines de votre côté, et qu'on ça soit sujet à fermenter, enfin bref, à se développer, à pousser, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Le deuxième point, c'est j'ai un problème avec notre système de vote aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Je serais très intéressé d'ailleurs d'avoir vos commentaires, avoir vos messages privés sur Instagram, sur TikTok, sur où vous voulez en fait, même sur LinkedIn. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur Instagram notamment. Je vais là où je suis le plus actif, à Pierre-Emmanuel Branger avec des points partout. Je poste quasiment tous les jours, donc avec grand plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Je réponds à tout le monde. Envoyez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Le deuxième point, et là où j'ai du mal avec notre système de vote actuel et notre système de participation à la vie politique actuelle, c'est que qui je suis, moi, pour savoir ce qui est bien dans une salle de classe ou pas. Évidemment, je peux avoir des idées, des hypothèses que quand on a moins d'élèves pour une seule personne, a priori, c'est plus facile à manager, donc la qualité individuelle de suivi, de formation individuelle sera meilleure. Néanmoins, ça me semble compliqué de faire, d'être sûr en fait. Et ça me rappelle, et pour faire le parallèle, ça me rappelle exactement ce que disait Alexandre Astier au sujet du mariage pour tous, qui a fait à l'époque pas mal de débat, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est tente. Alexandre Astier, que j'adore, disait, et d'ailleurs je vous recommande tous ses spectacles, ce qu'il disait c'était je suis pas assez homosexuel pour savoir si c'est important ou pas de pouvoir se marier. Et donc je fais confiance aux homosexuels pour prendre le sujet du mariage pour tous, pour dire ok c'est important pour nous donc il faut qu'on le fasse. Et je leur fais confiance. Et en fait je pense que aujourd'hui, n'étant pas prof, n'étant pas infirmier, médecin ou quoi que ce soit, je peux avoir des hypothèses, je peux avoir des avis. Néanmoins, ça me semble compliqué en fait de dire dans la salle de classe, il faut que ça soit comme ça. Et encore une fois, j'ai jamais été dans une salle de classe en tant que professeur, donc je sais pas en fait dire si c'est bien ou moins bien quoi. Peut-être que en fait, de manière très contre-intuitive, c'est mieux d'avoir une plus grosse population. Enfin bref, vous avez compris. Et ça, c'est un exemple, mais c'est valable aussi pour plein d'autres choses. Tu vois, quand on va voter pour un programme écologique, pour un programme sur la recherche, par exemple, la recherche et le développement, etc., sur la santé, sur la culture même, c'est très compliqué en fait d'avoir un avis sur tout. Et en fait, ça pose aussi un autre sujet, c'est est-ce que, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux notamment, les gens ont un avis sur tout, et je suis pas sûr que ça soit hyper souhaitable d'avoir un avis sur tout. Moi, en tout cas, j'en ai déjà parlé, j'ai la méthode que j'ai piquée à Jean-Charles Cudali, que j'espère va pouvoir revenir peut-être dans la saison 2, on va voir, qui est en tout cas intervenu dans la saison 1, là, quand son livre est sorti, c'était super, un super bel épisode. Je vous recommande de l'écouter. Ce qu'il disait, en fait, c'est il a un 5 majeur, c'est comme au basket. Au basket, en fait, quand tu es un peu au coude à coude avec ton adversaire, où c'est un peu compliqué, tu fais rentrer ton 5 majeur, c'est-à-dire les 5 meilleurs joueurs, où tu sais que tu les fais rentrer, genre ça va marquer, ça va pulser. Exemple, tu as tes joueurs en équipe de France de foot, ils sont OK, tu fais rentrer Mbappé, a priori ça fonctionne bien. Je crois que, alors je suis pas du tout le foot, mais en tout cas, je crois qu'il y a la France qui a perdu à l'Euro. Je suis désolé, je vais me faire taper dessus en commentaire, mais voilà, je suis pas du tout honnêtement. Tout simplement pour vous dire que, en gros, vous faites rentrer vos 5 meilleurs joueurs. Et en fait, il faut exactement avoir la même chose, je pense, dans la vie et en politique notamment. C'est-à-dire, par exemple, dans mon entourage, j'ai une personne qui est professeur. J'ai une personne qui est dans les soins, notamment dans le domaine médical, etc., etc. Et en fait, je me sers de ces personnes-là qui sont pour moi des personnes de confiance, qui sont des personnes hautement qualifiées, en tout cas très intelligentes,
et je vais leur faire confiance en fait pour leur confier ce sujet-là, pour qu'ils me disent de manière la plus neutre possible, ok, ce sujet-là, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et en fait, votre travail, il est plus donc d'aller chercher et de devenir expert sur chacun des sujets, mais en fait d'agréger les avis de 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et c'est exactement la même chose pour les créateurs de contenu que vous suivez. Il faut pas avoir trop d'informations parce que sinon vous allez vous faire polluer. Et comme disait c'est Wim Hof, je crois, il faut avoir 5% d'informations et le reste pour se lancer, et puis les 95% ils viendront sur le tas. C'est exactement la même idée. Donc, première idée, c'est ayez votre 5 majeur. Deuxième idée, c'est vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis sur tout en fait. Et en fait, limite, ça fait un peu un effet, comment dire, ça fait un peu un effet enfantin, un peu immature d'avoir un avis sur tout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément sain, parce qu'on peut pas avoir un avis sur tout concrètement. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Ça, c'était le deuxième point que je voulais vous donner. Le troisième point, c'était qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plus d'impact autour de moi, sur mes proches, sur le monde par mon action individuelle, que par définition en votant dans un système. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voter. Ça veut dire que, en fait, plutôt que d'attendre de mettre un bulletin dans une urne tous les X années, tous les X mois, en fait, peut-être qu'il faudrait s'interroger sur l'impact que vous pouvez faire dès demain, en fait, dès maintenant, sur votre entourage, en arrêtant de fumer, en buvant peut-être de manière plus intentionnelle, en bougeant plus, etc., etc. Parce que c'est important, en fait, je pense que vous allez plus influencer de manière positive votre environnement en ayant des comportements et en adaptant des comportements inspirants de cette manière-là, plutôt que en allant voter. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez. En tout cas, je vous laisse ça là. Avant-dernier point que j'ai envie de vous donner, c'est on a beaucoup critiqué et fait un barrage sur le RN aujourd'hui. Alors, encore une fois, je suis pas droite-gauche, je m'en fous, c'est pas le sujet. En revanche, d'un point de vue systémique, je trouve ça très 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 intéressant d'examiner ça. Et d'ailleurs, c'est exactement pareil pour LFI. Mais je vais en parler pour le RN parce que je pense que c'est encore plus parlant. On a dit que le RN était non républicain et qu'il y avait un barrage républicain pour éviter que le RN atteigne le pouvoir. Très intéressant cette chose-là, parce que si on décide que le RN n'est pas républicain et qu'on est dans une république, alors, de manière très algorithmique, le RN ne devrait pas pouvoir se présenter dans une élection républicaine. Donc, si on se décide que le RN n'est pas républicain et qu'il n'a pas à se présenter dans les élections républicaines, alors dans ce cas-là, il sort. Or ici, en fait, si on dit qu'un parti est effectivement raciste, fasciste et de l'autre côté antisémite par exemple, en fait, donc antisémite pour LFI en l'occurrence, on peut se dire que ces personnes-là n'ont pas vocation à pouvoir se présenter. Et donc il faut juste pas qu'ils puissent se présenter. Or aujourd'hui, on se rend compte que ça représente quand même 34% de la population. Donc ça pose vraiment des questionnements de comment on fait, quoi. Comment on fait? Soit il y a deux solutions. Soit effectivement le parti est pas républicain, et dans ce cas-là, il n'a pas vocation à se présenter, soit il est en fait républicain parce qu'il n'y a rien qui, par définition, fait qu'il n'est non républicain, vous avez compris. C'est comme les procès de Nicolas Sarkozy, vous voyez, on n'est pas capable de prouver qu'il est coupable, donc et comme on n'est pas capable de prouver qu'il n'est pas coupable, alors dans ce cas-là, on décide qu'il est non coupable. Ici, comme le RN, on n'est pas capable de prouver qu'il n'est pas républicain, dans ce cas-là, il est par définition républicain. Et si on décide in fine que RN est effectivement un parti républicain qui a une place dans des élections républicaines, alors c'est pas forcément logique de faire un barrage à un parti, je pense. Et encore une fois, moi, je suis plutôt partisan de voter pour des idées. Et entre nous, puisque je sais que ça restera entre nous, aujourd'hui, il n'y a absolument aucun parti en France qui représente mes idées. Et donc la question c'est, comment on fait? Est-ce qu'on vote pour le mieux ou est-ce qu'on vote pour le moins pire? J'ai toujours du mal avec cette vision de voter pour le moins pire. Moi, vous voyez, et pour vous donner un peu ce que j'ai en tête, j'aimerais bien pour qu'on puisse voter pour des thèmes, en fait. Par exemple, je pense que je suis qualifié en entrepreneuriat, je pense que je suis qualifié en X, Y, Z, donc j'ai une sorte de points qui me permettent de voter dans telle ou telle catégorie. Et à la fin, on fait un melting pot et on voit ce qui se passe. Il y a aussi un autre sujet qui m'a vraiment attristé entre les deux tours notamment, c'est que les partis d'un côté comme de l'autre se sont balancés des insultes vraiment violentes. Et en fait, on ne devrait pas pouvoir les tolérer, ces insultes-là. On a parlé de fascistes, de racistes et d'antisémites de l'autre côté. Et en fait, je trouve que ça monte pas le niveau, quoi. Ça muscle pas le jeu. Ça fait pas tirer vers le haut les idées. On n'était pas sur des élections d'idées. On était vraiment sur des élections de guéguerres, d'insultes. Et ça tire le niveau vers le bas. Et je trouve que c'est dommage, en fait. Soyons dans une dynamique de proposer des idées, proposer des choses, proposer des développements, plutôt que de critiquer l'adversaire, parce que je pense que c'est pas forcément ce qui fait évoluer. Dans tous les cas,
Une personne qui est déjà convaincue, elle restera convaincue. Le travail qu'il y a à faire, c'est les personnes qui ne savent pas trop. Et j'ai l'impression que dans ces élections, en fait, on savait déjà plus ou moins, en amont pour qui voter ou pour qui ne pas voter, quoi. L'avant-dernier point, c'est que c'est passionnant, la politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je comprends totalement que certains d'entre vous ne soient pas du tout passionnés. Mais en fait, il faut, je pense, que vous changiez de perspective. On parle ici de performance. On parle, par exemple, de performance d'un discours. On parle de performance d'un charisme, de comment est-ce qu'on fait passer des idées, comment est-ce que on adopte des bonnes stratégies, comment est-ce qu'on optimise notre environnement, comment est-ce qu'on amène les gens à être persuadés, etc. Et en fait, c'est passionnant la politique. Et pourquoi c'est passionnant? Parce que c'est une leçon en direct de stratégie, d'arrangement, de lutte de pouvoir et de comment se faire des avis. C'est une démonstration en direct de l'influence et de manipulation. Euh, et si vous n'essayez pas un peu d'intellectualiser ce qui se passe, c'est comme aller en cours de physique et réviser son permis. Je parle d'expérience puisque c'est exactement ce que je faisais en seconde. Vous privez d'une leçon et c'est dommage parce qu'en fait, sans intellectualiser un peu ce qui se passe, en prenant un peu un œil méta, un œil un peu macro, vous vous privez d'une superbe leçon d'un cours de très haute qualité. Donc, moi, ma recommandation pour conclure cet épisode, c'est formez-vous, faites un effort de comprendre, pas tant sur les idées que d'un point de vue macro et d'un point de vue systémique. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, mes petites beautés. En tout cas, moi, j'aime bien ce genre d'épisode, c'est un peu court. J'aime bien aussi poser des questions, poser des idées. Encore une fois, vous l'avez compris, pas de droite, pas de gauche, on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est pas ça. De toute façon, je pense fondamentalement que c'est un peu tout pareil globalement et que le système république, politique, et dans tous les cas, c'est un petit peu tout pareil dans tous les cas, j'ai l'impression. Donc, a priori, je suis pas sûr que ça fasse une énorme différence. Moi, je suis très intéressé par ces sujets de système politique. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et encore une fois, si ça vous plaît de réfléchir un peu sur des sujets un petit peu différents que la performance corporelle, physique, mentale, etc., sur des sujets de système politique et comment on peut les rendre performants eux aussi, bah, en fait, dites-le moi sur Instagram, sur LinkedIn, n'importe où, j'allais dire sur Facebook, mais n'importe où en fait. Envoyez-moi un petit message et dites-moi si ça vous a intéressé, parce que évidemment, je pourrais déclencher des invitations avec des personnes plus pertinentes dans ce sujet-là que moi, que je ne le suis, puisque j'ai un peu de formation, puisque toute ma famille était en politique, mais pour autant, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre de plein de personnes différentes, et il y a des gens qui sont extrêmement compétents. Encore une fois, je vous pose quelques questions. Est-ce qu'un système politique doit être performant? Comment les personnes qui sont présentes en politique gèrent leur vie? Comment est-ce qu'elles gèrent leurs images? Comment est-ce qu'elles gèrent le regard et l'opinion des autres? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans les deux extrêmes, on va susciter des réactions qui sont extrêmement clivantes, à la fois d'adoration et à la fois de détestation. Un Jordan Bardella, par exemple, il va à susciter de l'adoration, du fanatisme presque, mais aussi de la détestation et de la peur la plus viscérale possible. Donc, comment ces personnes-là gèrent leur vie? Comment est-ce qu'elles optimisent leur performance? Parce qu'aujourd'hui, même les politiciens sont à un super haut niveau de performance. J'imagine qu'une campagne politique, c'est extrêmement éprouvant, extrêmement fatigant. Et je serais très intéressé de comprendre, ça ressemble à quoi leur vie concrètement? Est-ce que c'est juste, ils se bombardent de café pour tenir le choc? Parce que je pense qu'ils dorment pas beaucoup, ces personnes-là. Ou, et un peu à l'ancienne, du coup, en mode no pain, no gain. Ou est-ce qu'elles sont des sportifs de haut niveau de la politique, quoi? Est-ce que il y a des cours de débat aussi. Comment elles s'entraînent pour pouvoir bien débattre? Est-ce que c'est quelque chose qui est un talent inné? Est-ce qu'elles sont entraînées? Bref, je trouve ça extrêmement passionnant d'avoir ces personnes-là, d'avoir ces personnes-là sur système. Dites-moi si ça vous chauffe, parce que moi, ça m'intéresserait énormément de comprendre bah, justement à la fois leur quotidien, mais aussi comment est-ce qu'elles montent en compétence ces personnes-là. Parce que évidemment, quand on est sur un plateau télé, qu'on aime ou pas, qu'on soit à droite ou à gauche, bah, il faut bien avouer que Jordan Bardella comme Jean-Luc Mélenchon, ils ont des niveaux de performance qui sont assez exceptionnels et assez impressionnants. Voilà, j'espère que ça vous aura plu mes petites beautés. Et finalement, c'était un épisode qui a duré un peu moins de 20 minutes. Je vous embrasse, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Système, en tout cas d'une capsule, et puis qu'on va faire ça tout l'été. Voilà. Passez une excellente semaine et à très bientôt, c'était PE, ciao ciao.